Bienvenue dans l'émission. Bonjour, ça fait plaisir d'être de retour, cette fois en personne, un verre à la main. Cette fois, on se voit en personne, alors santé à ça. Arta, tu travailles à l'Institut pour la paix et la diplomatie, un groupe de réflexion nord-américain. Peux-tu nous dire très brièvement de quoi il s'agit et ce que tu y fais? Alors, l'Institut pour la paix et la diplomatie est un groupe de réflexion réaliste, basé à Washington et à Toronto. Nous sommes une plateforme nord-américaine qui essaye de voir le monde à travers le prisme du continent, à travers la perspective de l'Amérique du Nord. Notre travail porte beaucoup sur les régions et surtout sur le rôle que jouent les régions et la géographie dans la politique mondiale. Nous cherchons aussi à remettre en question l'interventionnisme de la politique étrangère américaine, ainsi que le rôle de l'idéologie dans cette politique. Donc nous nous concentrons beaucoup sur la grande stratégie des États-Unis, sur la politique américaine et sur ce qui pousse le pays à rester impliqué dans différentes parties du monde. Et puis nous essayons aussi de faire évoluer la discussion sur la nature du système international, sur son fonctionnement, et de relier entre elles différentes questions autour de ce thème. En somme, nous sommes un institut académique, un centre de recherche qui travaille aussi sur les politiques publiques. C'est comme ça qu'on se définit. Et comme je l'ai mentionné, notre approche est très axée sur le réalisme. Voilà. Alors dites-moi, à grande échelle, comment pensez-vous que les relations internationales fonctionnent? Parce que nous essayons tous de comprendre pourquoi la politique mondiale est ce qu'elle est et comment les États fonctionnent. Quelle est votre approche pour donner du sens au chaos qu'on observe en ce moment? Je pense qu'une grande partie du problème qu'on a eu, c'est simplement une question d'habitude. Les gens ont appris à voir le monde d'une certaine manière. Ils ont exercé un certain métier, ils font partie d'un certain réseau, et ils refont les mêmes choses encore et encore, même quand ça ne marche pas. Alors, au lieu de se concentrer sur les raisons idéologiques, sur le pourquoi, sur l'idéologie qui a souvent guidé la politique étrangère des États-Unis et nos actions dans le monde, je pense qu'il faut plutôt se recentrer sur ce qui a toujours été là, le rôle des éléments concrets, comme la géographie, la culture, l'histoire. Les relations internationales, en tant que discipline, ont été créées au XXe siècle, en gros, et elles portent encore tout le poids de ce siècle-là, avec ses biais, comme le positivisme, puis plus tard, l'utilitarisme. Je veux dire, il y en a beaucoup de ça. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Le monde, c'est un ensemble de systèmes multiples, de pays multiples, d'États multiples, mais aussi de civilisations multiples qui structurent la planète. Tout ça est lié à des géographies, à des cultures. Ces civilisations ont toujours interagi. Parfois, elles se sont livrées à de grandes guerres. Parfois, elles ont construit de grandes paix. La vraie question, c'est comment interagissent-elles et comment peuvent-elles partager ce monde? Comment peuvent-elles trouver un modus vivendi? Et je crois qu'une grande partie de nos théories actuelles ne saisissent pas ces éléments de base, ces mécanismes fondamentaux par lesquels ces réseaux multiples de systèmes, de pays, de nations et de peuples interagissent. À la place, on a tendance à projeter notre propre vision du monde sur le reste de la planète. Vous vous décrivez comme un réaliste radical, c'est bien ça? Oui. Alors, en quoi le réalisme radical est-il différent, disons, du réalisme offensif à la Mearsheimer? Alors d'abord, le réalisme radical, et j'insiste sur le mot radical, vient du latin, qui renvoie aux racines, aux causes profondes. Donc c'est un réalisme qui cherche à comprendre les causes à la base des choses. La manière dont elles fonctionnent à un niveau fondamental, élémentaire. En gros, il faut revenir à ce qui compte vraiment. Les régions, les peuples, les cultures, et la façon dont tout cela interagit.
On ne peut pas faire du réalisme dans le vide, avec juste quelques indicateurs et 2 ou 3 acteurs qui évoluent isolément. Et ensuite, on appelle ça la compétition entre grandes puissances, en disant, voilà, c'est comme ça que le système international est structuré. Cette approche porte en elle un certain globalisme, un certain universalisme, qui en fait part du principe que puisque le monde est anarchique, toutes les nations doivent maximiser leur puissance. Et donc, ça voudrait dire qu'elles doivent contrôler le monde entier, ou au moins empêcher les autres pays d'être puissants, même dans leur propre région. Non? Oui. Alors, de mon point de vue, et je respecte beaucoup le travail de John Mearsheimer, sa théorie a un vrai pouvoir explicatif quand on se concentre sur des régions précises. Mais je pense qu'elle perd de sa force quand on l'applique à l'échelle mondiale. Parce que je ne crois pas, et c'est là que ma position est un peu provocatrice, qu'il existe un système global. Il n'y a pas de système global. Nous ne vivons pas dans un système global. Nous ne vivons même pas dans le monde, en fait. Nous vivons dans des endroits du monde. Et la plupart du temps, nous ne sommes pas aussi connectés les uns aux autres qu'on le croit. On vit sur différents continents, dans différents lieux, au sein de différentes civilisations et formes culturelles qui façonnent notre vision du monde. Notre perception de la réalité change donc selon l'endroit où l'on se trouve, selon la manière dont on conçoit nos principes de base, nos normes et nos valeurs. Tout cela compte. Et avec le temps, comme nous sommes des peuples différents, nous développons aussi des formes différentes de culture stratégique. Le problème avec le nouveau réalisme, ce n'est pas seulement le réalisme offensif, mais le réalisme en général, c'est qu'il est, à mon sens, très utilitariste. Surtout le nouveau réalisme, qui se concentre presque exclusivement sur les conditions matérielles. Combien de chars avez-vous? À quoi ressemble votre PIB? Ce sont les mesures du pouvoir. Et ensuite, si vous êtes assez puissant, si on vous considère comme suffisamment puissant dans le cadre de cette théorie, alors vous êtes forcément conduit à la guerre, parce que vous ne pouvez pas partager ce monde, parce que vous êtes toujours dans l'insécurité. Ou bien vous êtes entraîné dans une compétition sécuritaire. Oui, une compétition sécuritaire, exactement. Et cette compétition, pour être juste, est censée empêcher la guerre d'éclater, d'une certaine manière, parce qu'elle devient une forme de dissuasion des deux côtés. Mais le principe fondamental, c'est que le monde est quelque chose à conquérir, par l'un ou par l'autre. C'est très hobbésien dans le sens où il n'y a pas d'hégémon ultime. Il n'y a pas d'autorité suprême. Nous sommes dans une situation anarchique. Et le résultat de cette situation, c'est une forme de chaos. Un monde où chacun agit pour soi. Je pense que cette vision est fondamentalement erronée, pour plusieurs raisons. D'abord, elle empêche de comprendre que la Chine, par exemple, l'un des grands concurrents stratégiques de notre siècle, ne va pas du tout se comporter comme l'Amérique l'a fait au XXe siècle. La Chine est un pays fondamentalement différent, avec une culture stratégique différente et une vision du monde profondément distincte. Elle ne cherche pas à devenir une puissance hégémonique mondiale. Elle ne se voit pas comme telle. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. Les réalistes du pouvoir dur ou les réalistes offensifs diraient évidemment « Non, 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 c'est juste une façade, ils font semblant parce qu'ils sont trop faibles. » Mais une fois qu'ils seront assez forts, ils feront exactement la même chose. Voilà, ce sera l'extrait. Exactement. Et l'histoire nous montre que la Chine a eu l'occasion de parcourir le monde et de devenir la première puissance coloniale maritime. Qu'a-t-elle fait? Elle a brûlé tous ses navires parce qu'elle voulait rester sur place. Parce que la culture chinoise, dans ce cas précis,
je ne suis pas un expert de la culture chinoise. Je parle plutôt au niveau des cultures en général. La culture chinoise, donc, avait compris quelque chose que je crois certains conservateurs en Amérique et en Europe commencent seulement à comprendre aujourd'hui. C'est que, quand on devient un empire mondial, on est forcément amené à interagir avec les autres, et on finit par se diluer. On doit se mélanger, s'adapter, faire toutes sortes de compromis. Et au bout du compte, on devient une culture multiculturelle. Les Chinois ne voulaient pas devenir, dans ce sens-là, une société multiculturelle. Ils pensaient qu'ils étaient supérieurs aux autres, sur ce plan. Alors pourquoi aller perdre le cœur même de ce qu'ils sont? C'était une question d'identité. Je pense que l'orientation fondamentale d'une puissance maritime comme l'Amérique, mais aussi du Royaume-Uni, est très différente de celle des puissances continentales. On le voit bien à travers les différences entre les puissances eurasiennes, les puissances du cœur continental et les puissances maritimes. Mais il y a aussi, sur le plan culturel, les formes de civilisation, les types de philosophie qu'on a développés, qui changent profondément la manière dont on conçoit le monde. Voilà, c'est juste un exemple. C'est une petite raison parmi d'autres pour laquelle je ne pense pas du tout que la Chine suivra le même chemin que l'Amérique. Mais au-delà de ça, l'autre raison, c'est que si on voit le monde uniquement en termes utilitaristes, on fait semblant, encore une fois, d'avoir cette capacité. Ou alors, si on l'a vraiment, on va toujours chercher à dominer la planète. Alors que selon moi, c'est justement ça qui devrait te donner de la sécurité. En réalité, agir ainsi te rend d'abord très vulnérable, parce que tu vas vider ton propre cœur de sa substance. Tu vas faire toutes sortes de bêtises, prendre des décisions absurdes, et te lancer dans des guerres insensées. Et pendant ce temps, tu vas négliger ton pays, affaiblir ton foyer. Et une fois que tu es affaibli chez toi, il devient difficile de garder ton statut, même comme puissance régionale, sans parler d'une puissance capable d'influencer le monde. Et puis franchement, j'ai du mal à comprendre à quel point on s'est coupé de notre propre histoire. Parce que si on regarde comment les régions fonctionnent vraiment, on a déjà toutes ces informations sur les empires et sur la façon dont ils ont agi dans le passé. L'équilibre des puissances, qui est une théorie importante du réalisme, comme vous le savez, c'est quelque chose qui se produit naturellement, n'est-ce pas? Ce n'est même pas irrationnel, bien sûr. Ça se produit naturellement, parce que les anciens empires, qui correspondent aux anciennes civilisations, s'équilibrent entre eux. Le domaine d'une civilisation s'arrête à un certain point, et là, plusieurs civilisations partagent les mêmes espaces. Elles entrent en contact. Et on voit, par exemple, l'Empire ottoman et l'Empire perse, toujours en parallèle, d'une certaine manière, en train de s'équilibrer mutuellement. Tant que les deux conservent un certain niveau de puissance, le système reste stable. Ça, c'est pour le volet politique. Maintenant, le volet géographique. On l'a bien vu pendant la guerre avec l'Iran. Il est extrêmement difficile de renverser le gouvernement iranien. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés à ce type de conflit pendant 47 ans. Et surtout, ils ont su tirer parti de leur géographie, les côtes et les montagnes. L'Iran, c'est une forteresse. Mais ce n'est pas à cause de la République islamique. C'est pour ça qu'on parle de l'Iran comme d'un état de civilisation depuis des millénaires. Parce que, quel que soit l'empire, la composition ethnique, l'idéologie, la philosophie ou la religion qui ont dominé ce territoire, il a toujours su se maintenir, d'une manière ou d'une autre. Et d'autres pays ont eu beaucoup de mal à la conquérir ou à la diviser. C'est pareil pour d'autres empires qui ont su durer, qui ont eu de la continuité et de la résistance. Donc il y a la géographie, mais aussi la culture, et les gens qui y vivent. Ils ont une culture, une langue, une manière d'être. Tous ces éléments comptent en politique internationale, ou même en politique tout court,
parce qu'ils influencent la façon dont ces cultures vont interagir entre elles. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'anarchie, mais pas de chaos. C'est là que se trompent les nouvelles écoles réalistes. Mais moi, je me considère comme un réaliste convaincu. But I consider myself a proud realist, and balancing anarchy. Et trouver un équilibre entre l'anarchie et la compétition sécuritaire à l'intérieur des régions. Tout ça, c'est bien réel. Notre erreur, c'est d'avoir globalisé le schéma historique que le réalisme nous propose. Ce schéma, à l'origine, est régional, limité et fondé sur des sphères d'influence. En passant de ces sphères régionales à une situation mondiale, on se retrouve, je pense, dans une situation très problématique. On en vient à croire que, si nous ne dominons pas les autres, si nous ne sommes pas le premier pays, l'hégémon mondial, alors nous ne sommes ni sûrs ni en sécurité. En réalité, la plupart des États sont sûrs et en sécurité, tant qu'ils disposent de l'essentiel, une géographie protectrice, une géographie défensive, une résilience structurelle qui vient de la résilience de leur société et qui s'ancre dans une véritable forme culturelle. Anchored on an actual cultural form. Oui, oui. Donc en un sens, vous êtes aussi un réaliste, mais pas du genre à tout réduire au pouvoir, n'est-ce pas? Le pouvoir et le chaos. Je veux dire, il y a d'autres facteurs qui comptent vraiment. La culture compte, et la profondeur des expériences vécues par une communauté, ça compte aussi. Prenons l'exemple de l'Iran. C'est assez fascinant de voir comment l'Iran a réussi à construire sa défense de manière décentralisée. 31 districts militaires, capables de décider eux-mêmes de ce qu'ils vont cibler ou non, pour mettre en place une défense en mosaïque. Franchement, je n'ai vu aucun autre État tenter quelque chose de ce genre. Mais l'Iran semble avoir réussi, parce qu'il y a cette compréhension que ça ne va pas provoquer de réaction négative, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a aussi des risques avec ce type de stratégie. Mais pour la culture stratégique iranienne, c'était quelque chose de possible. Donc en un sens, certains réalistes diraient que oui, ça veut dire que vous prenez aussi en compte tous ces autres facteurs plus souples, n'est-ce pas? Mais vous ne diriez pas que c'est... Non, moi non plus, je ne pense pas que ce soit ça. Je crois que la distinction entre le soft power et le hard power est aussi une erreur. J'utilise plutôt le cadre allemand. J'insiste sur la notion de pouvoir, mais le mot « Macht » en allemand a une connotation très différente de la force ou de la contrainte. Kraft, n'est-ce pas? La plupart des approches utilitaristes se concentrent sur la force physique. Mais le pouvoir, c'est quand je peux te faire faire quelque chose sans bouger le petit doigt. Et ça, c'est pas du soft power. C'est simplement du pouvoir. Vous voyez? C'est pour ça, je pense, que les sphères civilisationnelles et les États civilisationnels sont si importants. Sur un territoire délimité, un territoire borné, ils ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir à travers l'histoire. Ils ont un pouvoir qui passe par les relations humaines, par les échanges entre les gens, et ça amène ceux qui vivent dans cet environnement à voir le monde d'une certaine manière. Et ça leur donne beaucoup d'avantages. Ils connaissent aussi le terrain, la géographie et la façon de défendre leur foyer. Tout ça compte. Et puis plus récemment, on a vu de nouveaux progrès technologiques qui permettent à ce type d'État de trouver des moyens de défendre leur territoire de façon beaucoup plus efficace et à moindre coût. En quelque sorte, cela a rendu la guerre plus équilibrée, plus accessible. Peut-être pas pour tous les petits États, mais pour ceux qui bénéficient de ces atouts-là, la géographie, la population et la résilience. Oui, la guerre asymétrique vient de devenir encore plus asymétrique. Exactement. C'est devenu plus asymétrique, mais en même temps, c'est devenu une façon d'équilibrer le terrain de jeu pour les puissances intermédiaires. Et par puissance intermédiaire, j'entends des pays qui ne sont pas seulement capables de projeter leur puissance ponctuellement, n'importe où dans le monde, comme les grandes puissances, mais qui peuvent le faire de manière constante dans leur propre région.
C'est ça pour moi la définition d'une puissance intermédiaire. Donc, l'Iran en est une, et même la Russie, à mes yeux, en est une aussi. C'est pour ça qu'on parle autant de multipolarité. Si on adopte une vision plus étroite de la multipolarité, on vit en réalité dans un système bipolaire, ce que beaucoup d'anciens de la guerre froide ou de la génération du baby-boom adorent, n'est-ce pas? Parce que ça leur permet de retrouver cette dualité du nous contre eux. Mais ce que je veux dire, c'est que la nouvelle ère post-unipolaire vers laquelle on se dirige va être fondamentalement différente, dans sa structure comme dans sa conception, de tout ce qu'on a connu avant. Ce n'est pas seulement que les acteurs changent. L'Union soviétique a disparu. La Russie n'est plus une grande puissance. Peut-être qu'elle fait partie des puissances intermédiaires. En revanche, la Chine, elle, est une grande puissance parce qu'elle a la capacité de projeter sa force. Ce n'est pas seulement ça. C'est qu'on revient à quelque chose de beaucoup plus historique et de beaucoup plus normal. La distinction entre les grandes puissances et les puissances moyennes. Il y a une différence, mais pas énorme. Ça veut dire que les grandes puissances ne peuvent pas faire grand-chose face aux puissances moyennes. Ces puissances moyennes sont plus importantes que jamais. Et donc, à mes yeux, ces puissances régionales comptent, à l'échelle régionale, plus que les grandes puissances. Même si on prend un peu de recul et qu'on regarde à l'échelle mondiale, oui, la Chine et les États-Unis vont jouer un rôle important pour définir certains cadres, comme les cadres technologiques ou d'autres domaines. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent arriver et renverser les puissances moyennes, ni tout contrôler dans les régions. Leur influence sera bien moindre dans les zones éloignées. En un sens, ce qui était autrefois plus simple à faire, comme projeter la puissance avec des porte-avions, par exemple, eh bien, la marine envoyait simplement un groupe sur place, et dès que la côte était menacée, l'autre camp finissait par céder. C'est un peu comme quand les États-Unis ont ouvert le Japon en 1858, ou encore jusque dans les années 2000, quand ils étaient prêts à utiliser leur flotte pour projeter une vraie puissance militaire, jusqu'aux côtes, puis jusque dans le détroit de Torres. Tout ça, aujourd'hui, ça disparaît un peu, non? Du coup, la périphérie immédiate de ces puissances intermédiaires dépend beaucoup plus d'elle-même qu'avant. C'est ça, la nouvelle multipolarité avec laquelle on doit composer? Pas tout le monde sur un pied d'égalité. Non, les rapports de force restent inégaux. Mais ceux qui sont proches de chez eux ont vu leur capacité augmenter. Oui. Mais je pense que, justement, c'est pour ça que j'utilise le terme multinodalité plutôt que multipolarité. Jess Freeman préfère aussi largement le terme multinodal. Oui, pourquoi nodal et pas polaire? À cause de tout le bagage qu'on traîne avec la notion de polarité. Parce que la polarité est profondément liée au néoréalisme. Exactement. Et je pense que cette approche, disons, plus holistique du réalisme, certains diraient peut-être, « Ah, est-ce que c'est du réalisme néoclassique ?» Non, pas du tout. Parce qu'elle ne se concentre pas uniquement sur les facteurs internes. Elle s'intéresse à l'ensemble. Elle veut repenser les fondements mêmes de ce qu'est l'acteur dans le système international, dans le système global, qui d'ailleurs n'est plus vraiment un système. En fait, il s'agit de plusieurs systèmes. La multimodalité permet justement de passer d'un seul système à plusieurs systèmes. Ce n'est plus d'un monde dont on parle, mais de plusieurs mondes. Chaque monde existe en soi. Le monde chinois, le monde américain, le monde perse, le monde turcique. Ce sont des mondes différents. Et dans la mesure où l'Amérique ou la Chine peuvent verrouiller leur région, ce sont des grandes puissances. Mais la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Indonésie, ce sont d'autres puissances intermédiaires qui vont jouer un rôle très important et avoir une réelle influence dans leur propre sphère historique. On est de retour à une politique des royaumes, oui.
Alors, vous savez, dans d'autres cultures stratégiques, les Indiens Kautilya, on trouvait plutôt une théorie du mandala dans les relations internationales, avec des projections vers l'extérieur en cercles concentriques. Est-ce qu'on se dirige vers quelque chose de ce genre? Et qu'est-ce que ça change pour ces espaces qui se chevauchent? Ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est ce qui s'est passé avec les États du Golfe. Oui, évidemment, ils n'aiment pas ça, mais ils se retrouvent maintenant un peu en périphérie. Il y a toujours une périphérie, non? Pour moi, du point de vue des études sur la neutralité, la chose la plus évidente à prévoir, c'est qu'à la fin de ce processus, ces régions seront de facto ou de jure neutres, neutralisées. Parce que c'est la seule manière pour elles de rester ce qu'elles sont, dans la position qu'elles occupent, sans être absorbées par l'un ou par l'autre camp. Ce qui, pour l'instant, semble tout simplement impossible. Les forces s'annulent entre elles, mais en même temps, il n'est plus possible non plus de simplement faire partie de l'empire étendu des États-Unis et de survivre ainsi. Vous, comment vous voyez ça? I very much agree with you. Look, Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, d'abord, si notre institut accorde une telle importance à la neutralité, c'est parce qu'on considère que c'est un élément essentiel du débat. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé à en parler au départ. La neutralité, elle se joue toujours aux marges des empires, dans les zones d'influence des grandes civilisations. Évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que la Chine, l'Amérique, l'Iran ou la Turquie soient neutres. Mais on s'attend à ce que les pays qui se trouvent à leurs frontières le deviennent. Et ça, c'est quelque chose qui, historiquement, a toujours été très... On en parlait justement avant l'émission, à propos de la Suisse, de la Belgique, de l'Autriche, pendant la conférence où on était. Pourquoi ces pays, à différentes époques de l'histoire, ont-ils choisi la neutralité, n'est-ce pas? Et il faut ajouter que, dans les cercles atlantistes, le mot neutralité a vraiment mauvaise réputation. Oui, ils détestent ça. Ils détestent ça. Ils détestent la neutralité. Parce que pour eux, la neutralité, c'est de la capitulation, c'est de l'apaisement, c'est le mal. Mais la neutralité, c'est justement ce qui permet à ces petits États de se protéger des excès, ou disons de ne pas trop s'approcher du soleil, des grandes puissances. Et ce que j'ai dit encore une fois, en revenant au fait qu'on parle ici d'un cadre réaliste, pas d'un cadre égalitaire, d'accord? Donc, ce n'est pas une approche libérale institutionnaliste où l'on pense que tous les États sont égaux. Non, ils ne le sont pas. Et aucune quantité d'institutions multilatérales ou de traités de l'ONU ne peut les rendre égaux. Les États sont fondamentalement inégaux. Et c'est précisément pour ça que la neutralité est une stratégie de survie essentielle pour ces pays. Alors, les États qui, historiquement, ont vraiment eu un bon bilan en matière de neutralité, ce sont les nations organiques de l'histoire. Des États comme la Géorgie, d'où on enregistre, ou encore Oman. Ce sont des royaumes. Ce ne sont pas des pays inventés, pas des États artificiels comme les Émirats arabes unis, créés après la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Non. Ceux-là ont une expérience, une culture stratégique fondée sur la neutralité. J'espère que les auditeurs comprennent ce que je veux dire. Il y a des États organiques et des États artificiels. Et ça fait une vraie différence. Les États organiques, donc, il existe des nations qui se sont formées de manière naturelle. Et presque toutes ces nations, vous voulez dire enracinées dans la géographie? Oui, enracinées dans leur position géographique, au cœur des échanges. Oui. Être dans des zones précises, à la croisée des chemins ou sur une ligne de fracture. Si on joue bien ces cartes, on peut devenir un royaume neutre. La Corée en est un autre exemple, tout près d'ici. Entre deux États plus grands et plus puissants, surtout la Chine, la Corée a longtemps été sous la suzeraineté de la Chine, mais aussi du Japon plus tard. Quand le Japon est passé d'un État-nation assez isolé à une puissance qui cherchait à s'affirmer davantage. Donc, la Corée, c'est un cas très,
Et vous voyez, ces endroits ont leurs propres coutumes et traditions. Ce ne sont pas des civilisations à proprement parler, mais ils sont intéressants. Ce sont de vraies nations. La Hongrie, c'en est un autre exemple. They're genuinely national. Hungary, another one. Why did Hungary insist Pourquoi la Hongrie? on neutrality Pourquoi la Hongrie a-t-elle autant insisté sur la neutralité entre le côté européen de son héritage et le côté plus est-européen, voire russe, de l'équation? of the equation? Parce que la Hongrie a cette expérience d'être vraiment au milieu, de jouer avec les deux camps, d'être à la fois allemande et russe sans être ni l'un ni l'autre, d'être complètement unique. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça, ce n'est pas une question d'Orban. Ça n'a jamais été une question d'Orban. C'est une question de culture stratégique, celle de la Hongrie. Et les Hongrois, quels qu'ils soient, qui découvrent cela et qui le protègent, seront reconnus comme des patriotes. Et ceux qui y renoncent, d'un côté ou de l'autre, renoncent en réalité à tout le pays. Is going to give up the entire country. Donc, tu es condamné à jouer sur les deux tableaux, non? C'est dans la nature même de ce que tu essaies de défendre, alors. You're defending the sui generis existence. Vous défendez une existence sui generis que vous avez réussi, d'une certaine manière, à faire tenir dans les zones frontalières des empires. L'alternative, c'est de devenir une Ukraine. Et une Ukraine, un Taïwan, voire même Israël. Ce sont des États qui ont été et qui sont encore utilisés dans une sorte de dialectique avec les grandes puissances pour déséquilibrer et détruire l'harmonie des structures régionales au profit de la grande puissance extérieure. Ils pensent que c'est la meilleure façon de se protéger. Et pourtant, s'ils persistent dans cette voie, ils finiront par disparaître. Vous voyez bien ce qui se passe avec l'Ukraine, non? Des millions de morts, des millions de personnes parties, l'Est a disparu, et Zelensky en porte la responsabilité. Et tout le monde le savait. C'était absolument clair depuis les années 90, quand l'Ukraine est sortie de l'Union soviétique. La seule façon pour l'Ukraine d'être prospère, c'était d'être neutre. C'est pour ça qu'ils l'ont inscrit dans la Constitution dès 1995. C'était clair pour le peuple. C'était clair aussi pour beaucoup de réalistes et d'autres encore, qui disaient non, ce pays doit rester neutre. D'accord. Ni d'un côté, ni de l'autre, mais un pont capable de dialoguer avec les deux. Et on y était presque. On y était presque. En 2014, tout ça a été défait, balayé. Yanukovych était neutraliste. Oui, il l'était. Et on y était presque à nouveau en 2022, juste après tout le chaos qui s'est déclenché. Les discussions d'Istanbul, enfin, ils tournaient autour du sujet, auraient pu régler la situation. Et puis cette solution a été détruite par ceux qui pensaient « Non, il faut aller jusqu'au bout du combat ». Oui, c'est ça dont je parlais. Tu as commencé à évoquer mon rôle. En tant que directeur général de l'Institut pour la paix et la diplomatie, et aussi directeur de la recherche, mon travail consiste, en gros, à essayer de comprendre quels sont ces schémas, ces tropes idéologiques qui nous ont aveuglés aux États-Unis au point d'adopter des politiques franchement insensées, stupides et très inhumaines. Bon, encore une fois, je suis un réaliste, donc ce n'est pas le cœur du sujet. D'accord, disons stupides dans le sens où elles vont à l'encontre de l'intérêt national américain. Encore une fois, beaucoup de gens peuvent dire beaucoup de choses sur Israël. Ce n'est pas mon sujet. Ce qui compte ici, c'est que la relation entre les États-Unis et Israël va à l'encontre de l'intérêt américain. Point final. Le reste n'entre pas dans la discussion réaliste. Brian Verrett ne serait pas d'accord avec vous. Il dirait plutôt « Non. En fait, c'est les États-Unis qui se servent d'Israël pour mener une politique hégémonique en Asie de l'Ouest et pour continuer à avancer encore et encore. Peu importe combien de gens meurent, puisque ce ne sont pas des Américains qui meurent. Ce sont les autres qui meurent à leur place. Au pire, ce seront des Israéliens qui mourront. Mais stratégiquement, ça reste avantageux d'affaiblir tout le monde. S'il manque pour briser le système.
in order to break the system. So I agree with the general framework. America. Oui, je suis d'accord avec le cadre général. L'Amérique, depuis cette époque, enfin, c'est justement le sujet d'un article sur lequel je travaille en ce moment. Depuis les années 70, depuis la chute de Nixon, si on peut appeler ça comme ça, la stratégie américaine a changé. Et Brzezinski en est en partie responsable. Tout a vraiment commencé avec l'administration Carter. D'ailleurs, c'étaient eux, les premiers néoconservateurs. Ensuite, ça a un peu glissé vers l'administration Reagan. La stratégie consistait à utiliser ces petits États comme des sortes de leviers régionaux, des contrepoids, si on veut employer ce mot. Mais en réalité, ils ne peuvent pas équilibrer quoi que ce soit. Ce sont plutôt des perturbateurs régionaux. On les place dans certaines zones, et notre but, c'est de perturber et de déstabiliser l'ensemble de ces régions. Et si ces régions sont déstabilisées, alors, d'une certaine manière, on peut s'assurer qu'on reste toujours en position de force. Parce que si toutes les régions du monde sont déstabilisées, et là, d'ailleurs, on rejoint la théorie de John, le réalisme offensif dit qu'il est dans ton intérêt qu'aucune autre région, en dehors de la tienne, ne devienne une puissance dominante. C'est pour ça que je pense que c'est une théorie fondamentalement erronée. Parce que, si on pousse ce raisonnement jusqu'au bout, alors peut-être que si John était ici, il dirait « Non, je ne pense pas que l'Amérique doive intervenir dans ces régions. » Mais dans les faits, quelqu'un à un moment donné a décidé, sur des bases très similaires, en s'inspirant peut-être du réalisme offensif, que oui, John avait raison, et que ça ne devait pas arriver. Alors, quelle est la meilleure façon de faire ça? C'est de lancer ces grenades dans ces régions. Et ces grenades, elles se sont profondément enracinées dans la structure de sécurité américaine, dans l'establishment américain. Le problème avec Israël, c'est qu'à un moment donné, cette relation s'est inversée. Mais l'Ukraine, c'est un exemple parfait d'une relation plus récente, où l'État ukrainien est utilisé pour, de toute évidence, ensanglanter la Russie et déstabiliser toute cette région. Taïwan pourrait en être un autre. Donc il y a deux questions. La première, c'est, est-ce que c'est insensé pour l'Amérique de faire ça? Moi, je dis oui. Je pense que c'est contraire à nos intérêts. On dépense des milliards de dollars dans ce genre de projet. Ça ne sert pas le peuple américain. Et franchement, ce qui se passe dans les coins reculés de l'Europe de l'Est, ça n'a aucune importance pour les Américains. Point final. Taïwan, pour l'Amérique, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, il y a le deuxième point. Ce sont de petits États qui, au fond, ne peuvent pas vraiment se défendre seuls. Ils ont besoin du soutien et de la générosité des États-Unis. Et du coup, ça crée une relation très malsaine où ils ont intérêt à ce que l'Amérique s'implique davantage dans leur guerre. Et c'est là que ça devient mauvais aussi pour l'Amérique, parce qu'on peut très facilement se retrouver entraîné dans une guerre mondiale en tant qu'Américain. Donc sur ce point, je ne suis pas d'accord avec ce que disait Brian. Voilà, ça c'est le côté américain de l'équation. Je pense qu'il faut éviter ce genre d'État, comme la peste. Maintenant, si on parle du Japon, est-ce que c'est bénéfique pour l'Amérique d'avoir une alliance avec le Japon? Là, c'est une toute autre histoire. Le Japon est une puissance moyenne. C'est un pays capable de se maintenir et de rester résilient, indépendamment de ce que nous faisons vis-à-vis du Japon. Donc, on ne fait que renforcer sa position avec notre technologie ou notre soutien logistique. C'est vraiment différent. On n'aura jamais à mener une guerre réelle pour le Japon, comme on a dû le faire, ou comme on devra peut-être le faire un jour pour Israël ou pour l'Ukraine. Voilà, ça c'était pour la partie des grandes puissances. Du côté des bénéficiaires, du côté des plus petits, du côté des petits États, si j'étais israélien, je ne ferais pas ça, d'accord? Si j'étais ukrainien, je ne le ferais pas non plus. Si je venais d'un petit État, comme les Émirats arabes unis, il serait dans mon intérêt direct de rester neutre.
Et pourtant, au final, quand la guerre éclate, c'est vous qui la menez. C'est vous qui en payez le prix. C'est vous qui êtes détruit. Votre État tout entier peut disparaître. Vous pouvez devenir un État non viable, perdre toute capacité à fonctionner, devenir un État en échec. Tout ça peut arriver. C'est possible. On le voit en Ukraine. Yeah, but that's why Oui, mais c'est justement pour ça. C'est pour ça que, à chaque fois que les réalistes sont obligés de dire que ça n'a aucun sens, c'est le moment où il faut admettre qu'il se passe des choses qu'on ne peut pas expliquer simplement par ce qui est bon pour l'intérêt national, non? Donc, les gens prennent des décisions sur d'autres bases, sur des réseaux d'élite, sur des loyautés différentes, sur la provenance de l'argent et sur le fait qu'ils savent qu'ils auront toujours un endroit où se réfugier. Alors, dans ce sens-là, est-ce qu'on peut vraiment continuer à réduire tout ça à ce qui serait bon pour l'État-nation, en partant du principe que c'est comme ça que les décisions sont prises? Parce que quand on regarde la situation, c'est évident, l'Ukraine, c'est un cas typique. L'État commerçant ne prend pas et ne reçoit pas, ce qui a le plus de sens pour l'intérêt national de l'Ukraine, si on reste dans le cadre d'analyse qu'on utilise pour comprendre ce conflit. Oui, c'est vrai, mais il y a 2 ou 3 raisons à ça. D'abord, on est intervenu dans ces pays. Comme tu l'as mentionné, Yanukovych. Le Maïdan, c'était un coup d'État. Et ça, plusieurs sources l'ont reconnu, non? Le scénario est très similaire. Ils ont essayé la même chose en Iran il y a seulement quelques mois. Et encore une fois, peu importe qu'il y ait des millions d'Ukrainiens qui peut-être voulaient se rapprocher de l'Europe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Iraniens qui veulent se rapprocher de l'Amérique. Mais ça, c'est indépendant du fait que les États-Unis s'en mêlent, tu vois. Un coup d'État, c'est une mauvaise chose quand on intervient. Donc je pense qu'en faisant ça, on retire en fait la capacité de ces peuples à décider de ce qui se serait passé naturellement. What would have happened anyway, and it will always backfire, is my point. Et c'est là tout mon point. Ça finit toujours par se retourner contre eux. Alors, c'est une chose de dire que les Ukrainiens ou les Iraniens sont simplement égarés et qu'ils veulent se ranger du côté de l'Occident. Par exemple, dans le Golfe Persique, ces petits États du Golfe ont décidé qu'il était dans leur intérêt de se rapprocher de l'Amérique. Nous n'avons pas installé ces dirigeants, même si peut-être, à une certaine époque, il y a plusieurs décennies, on l'a fait. Mais ces gens étaient là, et c'est eux qui ont pris cette décision. Disons donc que c'était une décision authentique. Eh bien, c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision, parce que dans les régions extérieures, en dehors de l'Occident, et surtout en dehors de l'Amérique, il y a une mauvaise évaluation du niveau réel de la puissance américaine et de ses engagements, de ce que l'Amérique peut réellement faire pour vous. Ils ont misé dessus, ils ont parié là-dessus, et ça s'est retourné contre eux. Et donc aujourd'hui, l'État du Qatar, l'État d'Arabie Saoudite, s'éloigne de cet accord. Les Émirats arabes unis ou le Koweït peuvent être têtus, mais ils finiront bien par comprendre, comme l'Ukraine et d'autres pays l'ont déjà compris. Avoir une présence militaire américaine sur son territoire, c'est un fardeau, pas une force de sécurité. Et ce n'est pas seulement au Moyen-Orient, mais c'est partout. On s'expose soi-même. Le simple fait d'avoir des troupes américaines dans sa région, dans son pays, provoque l'hostilité du grand voisin que l'on a au nord, à l'est, au sud ou ailleurs. Autrement dit, on crée les conditions d'une confrontation qui finira par se retourner contre soi. Et toute cette idée selon laquelle ces bases militaires vont vous protéger quand on est une puissance moyenne ou petite, ça ne tient que si on est vraiment convaincu que, ah non, ces systèmes sont excellents, qui peuvent abattre tout ce qui approche. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que quand ils le peuvent, oui, ils le font. Mais au fond, ils ne servent qu'à provoquer le grand voisin et à mettre la cible directement sur vous. Je me demande combien de temps il faudra pour que ça fasse tilt au Japon et ailleurs dans le monde.
mais je pense que ça finira par arriver. Pour l'Europe, je ne suis pas très sûr, parce que tout y est tellement imbriqué que c'est un peu différent. Europe is a different story. Europe is a L'Europe, c'est une autre histoire. C'est une histoire qui a aussi à voir avec un autre facteur, un facteur sociologique. Les Européens se voient comme faisant partie de ce réseau de séduction, oui, de la grande cour de l'Empire américain, en quelque sorte. Les Européens vont aux États-Unis, ils y étudient, puis ils reviennent. Et du coup, ils ont l'impression d'incarner le monde international. En fait, ils représentent un peu l'Empire américain. C'est pour ça que c'est si compliqué pour eux de parler d'autonomie stratégique et que ça n'avance jamais vraiment. Parce que si on écoute les discours de beaucoup de dirigeants européens, on les entend parfois dire « nous » quand ils parlent de l'Amérique. They sometimes say us when they talk about America. Oui, And it's a Freudian slip. Et c'est un lapsus freudien. Ce n'est pas nous. L'Europe et l'Amérique sont deux entités fondamentalement différentes. Je dirais même que ce sont deux mondes distincts. Elles n'ont pas les mêmes priorités stratégiques, ni la même culture stratégique. Et même à l'intérieur de l'Europe, il y a des différences. Par exemple, la France et l'Allemagne, ou la France et la Pologne, sont fondamentalement différentes. Germany or France and Poland are fundamentally different. oui, mais c'est exactement ce que des décennies et des décennies de ce genre de récits finissent par produire, non? Quand on pense que, dans l'OTAN, ah oui, chaque pays est égal. Dans l'OTAN, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, l'OTAN, et on le sait depuis le début, a toujours eu plusieurs objectifs. Comme l'a dit Eastman Hastings, l'OTAN est là pour tenir les Russes à l'écart, garder les Américains à l'intérieur et maintenir les Allemands sous contrôle, n'est-ce pas? Et toutes ces choses ont été des actions importantes. Et on voit bien aujourd'hui comment cet équilibre est en train de changer. Except that Sauf que, dans le fond, ce sont surtout les Allemands qui se freinent eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas grand-chose à faire. Oui, ils sont en train de changer ça maintenant, mais pas forcément pour le mieux. Et ça va provoquer des réactions en chaîne dans les autres États. Quelqu'un me faisait remarquer, je crois que j'avais deviné un peu, qu'on se retrouve maintenant avec une situation où le Royaume-Uni a signé un accord de défense séparé avec la Pologne. Purement symbolique, certes, mais symbolique quand même. Contre qui fait-on un accord de défense entre le Royaume-Uni et la Pologne? Évidemment, il n'y a qu'un seul grand éléphant dans la pièce que ça peut viser. Et ce genre de logique va recommencer. Je veux dire, on va revoir beaucoup de rents. I mean, you have a lot of German politicians like Baerbock, right? I mean, Des responsables politiques allemands, comme Baerbock ou von der Leyen, à mes yeux, n'ont aucune compréhension de ce qu'est vraiment l'Allemagne. Ils sont complètement imprégnés d'américanisme. C'est dommage, parce que si vous compreniez vraiment quels sont vos propres intérêts stratégiques, vous agiriez de manière très différente. Mais même là, le problème, c'était qui est ce vous? On sait qu'au début de la guerre froide, il y a eu en 1952 une proposition pour une Allemagne unifiée, dans un cadre de neutralité. C'était sur la table. Adenauer a dit non. Et il a dit non parce qu'une Allemagne unifiée aurait sans doute signifié la fin de son pouvoir, non? Donc pour lui, la décision la plus rationnelle, c'était de convaincre les Américains de dire bien sûr, non, absolument pas à ce genre d'accord. Est-ce que ça aurait été bon pour la nation allemande? Oui, ça aurait été bon pour Adenauer, ça, c'est sûr. Yeah, and so there's definitely the elites. Donc oui, il y a clairement des élites. Elles ont leurs propres opinions politiques. Et ça compte. Mais au fond, je pense que les élites viennent du peuple. Je crois aussi qu'il existe des réseaux de relations entre certaines personnes. Un groupe d'élites qui agit à l'échelle transnationale. Elles veulent aller aux mêmes soirées, écrire dans les mêmes magazines. C'est un mécanisme de prestige. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas qu'elles se réunissent pour faire quelque chose de précis. C'est plus profondément humain.
On a envie de s'aligner, de se conformer aux normes de son propre groupe. Et elle, c'est un type particulier d'animal, des communautés épistémiques, oui, qui avancent naturellement dans la même direction. Très bonne expression. Exactement. Ce sont des communautés épistémiques. Very good phrasing. Exactly. They're epistemic communities, and no matter where they come from, once you get indoctrinated, Peu importe d'où ils viennent, une fois qu'on est endoctriné dans cette communauté, on progresse dans une sorte de pensée de groupe. Oui. Et le problème, c'est que ces pensées de groupe sont fondamentalement idéologiques, voire même mythiques. Elles trouvent leurs racines dans l'après-guerre. Elles reposent sur une vision intériorisée de l'exceptionnalisme américain qui n'existe pas dans la réalité. Donc tout ça, c'est une série de... Ou alors, ils croient à une autre invention, une création complètement fausse, qu'on appelle la civilisation judéo-chrétienne occidentale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne. C'est un terme entièrement inventé. Un terme inventé pour justifier, encore une fois, notre relation stratégique avec Israël. Il y a tellement, encore aujourd'hui, tellement de jargon et de baratin qui passent pour des discussions sérieuses. in serious conversation these days. And that's a job we have. Et c'est justement notre rôle de déconstruire ce genre de biais. C'est pour ça que je suis content qu'on ait des conférences et d'autres espaces pour travailler là-dessus ensemble et qu'on puisse aussi le faire à travers nos différents réseaux. Alors, Arta, tu veux ajouter quelque chose à cette discussion? You want to add to this conversation? I would just say, I think Je dirais simplement que, vous savez, je pense que le monde est à l'un de ses moments les plus décisifs. Tout ce dont on a parlé, l'ancien ordre, est en train de disparaître. Il s'effondre sous nos yeux. Tout a commencé, en quelque sorte, avec l'Ukraine. Mais la guerre en Iran, selon moi, en est l'aboutissement. Quand tout cela sera terminé, on verra émerger un monde différent, dont les contours ne sont pas encore vraiment clairs aujourd'hui. the contours for which are not necessarily clear right now, but it's going to be a post. Mais on va entrer dans un monde post-unipolaire, et je dirais même post-global, où la mondialisation, le néolibéralisme, toutes ces conditions matérielles seront beaucoup plus régionalisées. Le monde lui-même, sur le plan stratégique et géopolitique, sera bien plus régionalisé, et les cultures, les civilisations, deviendront les unités d'analyse les plus importantes, remplaçant l'État-nation comme acteur principal à l'avenir. Pas dans 1 an, 2 ans ou 5 ans, mais au fil de cette transformation qui mènera à un nouvel ordre. Le jeu va donc changer, et il nous faudra trouver de nouvelles approches, une nouvelle compréhension de la diplomatie et de la coexistence, dans un monde défini par un pluralisme culturel mondial et une véritable diversité des peuples et des nations. Diversity of peoples and nations. Let's continue. Poursuivons la recherche de cette nouvelle forme de diplomatie. Artem Moen, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Your time today. Merci. Cheers.